je suis Maude et tu écoutes l'épisode 67 du podcast S'élever en même temps que son enfant. Je partage l'épisode d'aujourd'hui avec Chérine du compte Mamoun et Mayotte. Et toutes les deux, nous souhaitons te parler d'énurésie nocturne, de pipi au lit, peu importe la façon dont on appelle ça, te partager notre expérience de maman ayant des enfants avec des petits soucis d'énurésie nocturne, mais également ayant nous-mêmes eu ce genre de problème dans notre enfance. On te partage nos réflexions autour de ce sujet tabou, mais pourtant tellement important. Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Salut, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, un épisode un peu particulier parce qu'aujourd'hui on va parler des pipis au lit, de l'énurésie et pour parler de ce sujet aujourd'hui, eh bien je suis pas toute seule. On va échanger avec Chérine du compte Mamoun et Mayotte. On s'est dit toutes les deux qu'on allait te partager eh bien nos expériences respectives de maman avec un enfant qui a effectivement quelques problèmes d'énurésie nocturne, mais également, Chérine et moi, on a toutes les deux été enfants avec ce même problème. Donc, on aimerait aujourd'hui te parler un petit peu de ce sujet et pourquoi pas te proposer quelques pistes pour pouvoir accompagner au mieux ton enfant dans cette difficulté, j'ai envie de dire quelque part, dans cette épreuve qu'il a à traverser et comment l'accompagner de manière la plus bienveillante avec lui. Bonjour Chérine. Salut Maude, merci de m'inviter. Merci, je suis contente d'être là. Je suis très contente d'avoir. J'ai découvert ton compte un peu par hasard et ce sujet, on l'a en commun et j'ai trouvé ça chouette et intéressant qu'on puisse échanger toutes les deux sur le sujet et partager un peu nos expériences et pouvoir aider d'autres parents qui pourraient faire face à ce problème. Et avec plaisir. Je te laisse te présenter en quelques mots. Dis-nous tout. Oui, donc je m'appelle Chérine, j'ai 38 ans, je suis maman de 3 enfants, dont 2 grands qui ont 8 et 6 ans aujourd'hui. Moi, je suis architecte d'origine, je pratique l'architecture encore aujourd'hui, et je suis effectivement la fondatrice du compte Mamoun et Mayotte. Donc, pour la petite histoire, j'ai fait pipi au lit la dernière fois, j'avais 24 ans. Alors, c'était pas souvent, mais c'est arrivé. Et moi, j'ai mes 2 grands qui ont eu... on ne peut pas vraiment parler d'énurésie parce qu'on verra qu'il y a une question d'âge, mais ils ont en tout cas fait ce qu'on appelle pipi au lit pendant longtemps. Et c'est ça qui m'a donné le cœur à ouvrir ce compte Mamoun et Mayotte. Ah justement, je pense que ce serait le bon moment pour que tu nous expliques un petit peu ce que c'est que Mamoun et Mayotte, qu'est-ce qu'il y a derrière et c'est quoi le projet que tu conduis derrière avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. Alors Mamoun et Mayotte, c'est un projet qui me tient à cœur, que c'est une idée que j'ai en tête depuis un moment, comme une petite ritournelle comme ça. Moi j'avais notamment ma deuxième qui a vraiment fait pipi longtemps, donc ça s'arrêtait et ça revenait et ça s'arrêtait et ça revenait. Et à la naissance de ma troisième, j'avais un nourrisson plus un pipi à gérer tous les matins. Et en fait, j'avais cette idée, je m'étais dit un jour, moi avec mon cerveau d'architecte, mon cerveau il est programmé pour faire de la résolution de problèmes, créatif. Donc en étant maman, j'ai été tout d'un coup confrontée à tout plein de nouveaux problèmes et mon cerveau il arrêtait pas de dire et si seulement j'avais ça, et si seulement je pouvais avoir ça, ça serait tellement plus simple. Et voilà, donc Mamoun et Mayotte est née comme ça. Et en fait, l'idée, c'était, je m'étais dit, il faudrait en fait un pyjama étanche pour que le pipi il soit pas dans tout le lit, parce que un enfant qui fait pipi au lit, c'est parfois la couette, le drap, la laise, l'oreiller, les doudous, c'est un Faut parler quand la laise est morte et que t'as le matelas qui a pris derrière, il faut tout mettre dehors pour éventer, donc je m'étais dit si seulement on pouvait avoir seulement le pyjama à laver, ça serait quand même autre chose.
pour maman et donc, enfin pour le parent qui s'en occupe, les parents qui s'en occupent, et puis aussi pour l'enfant, parce que moins il y a de pression sur le parent, mieux c'est pour l'enfant. C'est ça. Donc voilà, j'avais cette petite truc, et si seulement, j'avais un pyjama étanche. Et puis quand est arrivé les protections périodiques lavables, là, pour les culottes menstruelles, je me suis dit, bah en fait c'est ça, il faudrait un pyjama en culotte menstruelle. Alors c'est un peu plus compliqué que ça à réaliser en vrai, hein, mais bon, l'idée part de là. Donc dans pas longtemps, avec Mamoun et Mayotte, je me prépare à lancer la production d'un pyjama made in France, absorbant et étanche pour voilà, accompagner les enfants et les parents. Fini la pendant cette corvée de tous les draps. Enfin, période-là. parce que je dis la corvée, enfin, comme tu dis, on va en parler dans les pistes, les solutions, les comment faire et les comment accompagner l'enfant. Mais effectivement, là, je spoil un peu, mais c'est de responsabiliser. Et moi, mes enfants, ils en ont marre, en fait, de devoir refaire leur lit. C'est, autant nous, les parents, on en a marre de laver les draps, autant quand on les responsabilise, eux, ils en ont aussi marre de, tous les soirs, de refaire le lit, si effectivement on circoncis, hein, le problème localement, c'est une chouette, c'est un chouette projet. Je suis contente de pouvoir en parler avec toi et que tu puisses voilà, en parler sur le podcast. L'enjeu, c'est de faire en sorte que toute la difficulté que je rencontre aujourd'hui dans le développement du produit, c'est que je suis un peu sorcière. J'ai absolument envie que ça soit le plus invisible possible, que l'enfant il puisse aller voilà en colonie de vacances, en classe verte, dormir chez les copains sans que ça se voit, et que le pyjama ça soit un vrai allié en fait pour l'enfant dans cette démarche-là. Donc il y a des enjeux techniques, il faut pas que ça fuit bien sûr, et puis il faut que ça soit sympa. C'est ça, hein, faut pas que ça ressemble à un arrière-train de Pandarou. C'est ça, exactement. Sinon on t'en remettrait couche quoi. C'est ça. Je comprends tout à fait. Si on fait un très rapide, parce que le but du podcast, c'est vraiment pas d'expliquer ce que c'est l'énurésie, à partir de quand on se pose des questions ou autres. Je pense qu'on pourrait peut-être rapidement faire une petite définition, c'est un bien grand mot, hein, mais toi et moi, en gros, moi, de ce que je comprends, tu me dis, hein, Chérine, toi, si t'as un autre son de cloche, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, on considère qu'il y a un retard dans l'acquisition de la continence nocturne chez un enfant. À partir du moment où on considère qu'il peut avoir le contrôle de ses sphincters, c'est à peu près vers 5 ans. Avant 5 ans, on va pas spécialement parler d'énurésie, c'est juste une question de maturité finalement et d'autocontrôle. C'est vraiment à partir de 5 ans qu'on peut commencer à dire qu'il peut y avoir là, peut-être effectivement un problème d'incontinence. Est-ce que tu as cet âge-là aussi en tête ou Oui, moi j'ai un problème avec les chiffres, donc j'ai toujours un doute entre 5 et 7. Mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose comme ça. Il y a une date, en fait, à partir duquel on considère que c'est, entre guillemets, pathologique. Avant, on considère que, voilà, l'enfant, il est dans le processus d'acquérir, voilà, la maîtrise de ses sphincters. Et après, on se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose qui bloque, qui va plus loin. Mais finalement, pour moi, là, si par exemple je parle de mon expérience de maman, ma fille, qui est celle qui a fait le plus longtemps pipi au lit, alors on pourra parler de cette expression pipi au lit après aussi, mais bon, pour être très clair aujourd'hui, en tout cas au début on va dire ça, qui a fait pipi au lit le plus longtemps, elle s'est arrêtée pendant sa 5e année. Donc on peut pas dire que j'ai une énurésie longue si on regarde comme ça. Sauf qu'en fait elle a voulu enlever les couches vers 2 ans et demi, donc ça veut dire que j'ai 2 ans et demi, 3 ans de pipi régulier dans le lit. Donc finalement, pour moi, la question, elle est pas tant de savoir si l'enfant il a une énurésie ou pas, même si effectivement, quand l'enfant est plus grand, ça engendre d'autres questionnements pour lui. Mais la question, elle est de savoir, à partir du moment où l'enfant, lui, il a décidé qu'il voulait plus mettre de couches, comment est-ce qu'on fait pour les accompagner? Parce qu'on pourrait effectivement dire, tu n'es pas prêt, on remet des couches. Mais pour moi, même ça, il y a quelque chose, j'avais dit, moi, à mes enfants, je leur avais dit, je vois que pour vous, c'est compliqué, et je suis prête à remettre des couches si vous voulez, si vous sentez que c'est trop dur pour vous, et que vous avez envie de remettre des couches, on remet des couches. Et c'est OK. Et c'est OK de remettre des couches. Mais les forcer, les mettre dans des circonstances où ils doivent remettre des couches, ça, pour moi, je trouvais que c'était trop dur. Donc, c'est violent. Ouais. Après, chaque parent avec sa propre... voilà. Mais moi, j'étais pas prête à faire ce pas-là. Donc voilà. Donc tu as accepté la charge que ça pouvait représenter effectivement en termes de lessive et d'entretien et tout ce qui va autour pour l'accompagner. C'est ça. Mais
je rebondis juste, tu vois, comme je disais, hein, moi aussi, dans mes 3 enfants, je connais encore ces soucis, comme on dit, de pipi au lit, même si, comme tu disais, on va remettre en cause le terme de pipi au lit, mais je connais de ça, et moi, très vite, mes enfants ne supportaient plus de mettre des couches, parce que c'est pour les bébés, les couches. Et que voilà, à partir de comme tu dis, 2 ans et demi, 3 ans, 4 ans, ils vont commencer vraiment à vouloir être considérés et reconnus comme des grands, et c'est infantilisant de porter des couches. Donc très vite, moi j'ai naturellement adopté, j'ai changé le vocabulaire. En fait, déjà je prenais plus des couches à scratch, mais des push-ups, des trucs qui s'enfilent debout, et on appelle ça des protections pour la nuit. Des protections. De la même façon que il y a des protections féminines, pour les culottes menstruelles, c'est pas des couches, on est bien d'accord. J'ai adapté le vocabulaire pour pas enfermer mes enfants dans ce terme qui les ramène au bébé, quoi, finalement. Et effectivement, comme toi, quand ils me disaient non, j'en veux pas ce soir. Alors, j'étais pas aussi ouverte que toi. Je dis écoute, si cette nuit effectivement la protection reste sèche, demain, d'accord, ok, on n'en met pas. J'ai ce petit, voilà, la machine à laver, j'en peux plus. Ouais, je comprends. Mais en fait, c'est le compromis. Je parle beaucoup de compromis sur le podcast. Je disais pas un non. J'ouvrais juste le compromis en disant, ok, non, la nuit dernière, malheureusement, elle était mouillée. Par contre, si la nuit prochaine, effectivement, elle est sèche, d'accord, ok, je t'accompagne. Ça veut dire que t'es sur une dynamique où tu y arrives, je vais t'encourager. C'était vraiment un compromis entre nous. Donc je jouais sur le vocabulaire et sur je t'accompagne dès qu'on se concentre sur le fait que effectivement ça reste sec. Je parlais pas, je pense qu'on va en parler aussi. Ouais. Et puis on peut en parler maintenant. Je focalise pas sur il y a eu pipi au lit, le lit est mouillé, la culotte est mouillée, le pyjama est mouillé. Finalement, c'est focalisé sur le problème. Et moi j'aime bien focaliser sur les réussites, la fierté. Donc c'est pour ça que je parle de quand la culotte est sèche, si le pyjama est sec, si le lit est resté sec, je vais vraiment rester dans l'objectif finalement. C'est la continence, donc que ça reste sec et non pas rester focalisé sur l'aspect mouillé du pipi au lit, quoi. Moi j'ai ma fille qui avait des couches sèches systématiquement avant que j'enlève les couches. Donc en fait, du coup, je savais de fait que avoir une couche sèche, c'était pas une garantie d'avoir un lit sec. Et d'ailleurs, avec ça, je m'étais posé la question en fait de ce que ça faisait comme différence d'être maintenu. Enfin, dans l'apprentissage, pour moi, j'ai l'impression qu'en termes d'acquisition, il y a une différence entre avoir quelque chose qui nous tient comme une couche vraiment en contact avec la peau partout et qui a un peu cet effet qui serre, par rapport à comment se sent le corps dans un pyjama. Et parce que clairement, il y avait une grande différence. En tout cas, en ce qui concerne ma fille, pour la petite histoire, moi donc mon aîné c'est un garçon, après j'ai une fille, ils ont pas tout à fait 2 ans d'écart, et j'ai ma fille qui avait des couches sèches toutes les nuits, et je lui ai gardé les couches 3-4 mois avec des couches sèches parce que je sentais que le grand, lui, il était pas prêt et que je voulais pas lui mettre le nez dans on enlève les couches de ta sœur et toi, on te garde avec tes couches. Donc, et au bout d'un moment, j'étais un peu prise en étau entre je suis en train de maintenir la petite dans quelque chose pour préserver le grand. Et, donc pour maintenir la confiance de ton grand, dire ma petite sœur est plus vite capable que moi. Donc c'est là que j'ai coupé la poire en deux et que donc on a enlevé les couches aux 2 en même temps, alors que je pensais que le grand était peut-être pas tout à fait prêt et que la petite, elle, j'avais l'impression que ça allait être sans aucun souci. En fait, c'était avéré que les deux, voilà, on est aussi sur une maman qui a eu bien souvent 2 lits à changer tous les matins. C'est coton, hein, quand même. Hein. Surtout dans dans le quotidien de tous les jours, t'étais aussi. Ou en plus, se taper 2 lits le matin, les machines, 2 lits le soir. Et puis il y a l'odeur, c'est une manière de se réveiller le matin qui est quand même particulière pour nous et pour eux. Parce que moi, on peut revenir peut-être rapidement sur mon expérience d'enfant. Donc moi, j'ai fait pipi au lit pendant très longtemps. Je sais qu'à 7 ans, ça m'arrivait encore. Je sais plus exactement à quel âge ça s'est arrêté, ou en tout cas à quel âge ça s'est suffisamment espacé. Suffisamment espacé. Et en fait, j'avais une vie de famille. Moi, j'ai une vie de famille recomposée. Donc j'avais dans une des familles où ça se passait plutôt bien et dans l'autre où c'était très compliqué. Et d'ailleurs, où c'était géré pas par mon parent, mais par le conjoint de mon parent. Le comparant.
et qui le vivait très très mal, qui le prenait comme un affront contre cette personne-là. Je pensais que c'était pour me venger, qui m'a dit non mais ton frère, effectivement j'ai 7 ans d'écart avec mon petit frère, qui lui a été sec très rapidement. Donc elle me disait c'est pas possible, regarde lui il y arrive, pourquoi toi tu y arrives pas? Moi je me suis levée la nuit, j'ai rincé mes draps et j'ai étendu mes draps dans l'espoir qu'ils sèchent à temps pour qu'on s'en rende pas compte la nuit. C'est quand même c'est assez violent. Voilà. Et cette angoisse de se coucher le soir en se disant qu'on n'a finalement aucun moyen, aucun outil sur ce qui va se passer pendant la nuit, cette angoisse de se réveiller avec le lit mouillé et cette défaite en fait à chaque fois qu'on sent que les sphincters ont lâché et qu'on est machin, c'est quelque chose qui est très fort dans la construction de l'enfant. Moi j'avais l'impression que moi et mon corps on n'était pas dans la même équipe, que je devais me battre contre lui, que clairement il n'était pas mon allié, que c'était pas ensemble qu'on construisait des choses. Et c'est quelque chose, mon premier, j'ai accouché par césarienne. J'ai eu une césarienne d'urgence, on a d'abord eu un déclenchement, puis le déclenchement marchait pas, puis après on m'a mis l'ocytocine et ça fonctionnait pas, on m'a mis une péridurale, elle marchait pas, et machin. Et vraiment dans ma tête, j'étais là, ben oui en fait, effectivement mon corps... Comme d'habitude, mon corps n'est pas avec moi. Bien sûr que mon corps n'est pas de mon côté. Et donc cette construction de la pensée, où de toute façon je m'attends à ce que mon corps ne soit pas mon allié, et ben voilà, ça. J'ai accouché, j'avais 30 ans quand même, donc on est en train de parler de quelqu'un qui a grandi, qui a passé à autre chose, qui fait plus pipi au lit depuis un certain temps, qui a eu le temps de prendre confiance en soi, d'avoir une vie professionnelle. J'étais architecte déjà, voilà. Et pourtant j'étais toujours ramenée dans ce lit mouillé finalement d'une certaine manière, et je m'y attendais en fait. Je m'attendais à ce que mon corps ne soit pas mon allié, et ça c'est triste je trouve. Ça vient, comme tu le dis, ça vient ruiner les bases mêmes de la confiance, de l'estime qu'on peut avoir envers soi-même, si on n'a pas la confiance dans notre propre corps. Et ce que tu dis, ça résonne très fort, parce que on en avait un petit peu échangé en off, mais quand je disais, on fait cet épisode parce que pour parler effectivement de nos expériences de maman connaissant des enfants avec des problèmes d'énurésie, mais toutes les deux, on a eu ça, et moi aussi. Donc moi, je peux te le dire, c'est jusqu'à peu près 7 ans et demi, 8 ans que j'ai fait pipi au lit, et je me souviens qu'à la fin, quand ça commençait vraiment à s'espacer, quand je me disais que tu vois, ça y est, je tiens le bon bout, j'arrive vraiment à contrôler ce foutu sphincter qui en pleine nuit me lâche. Je me souviens, j'étais en vacances chez ma grand-mère, et il faisait froid chez elle, donc elle me mettait une bouillotte. Et la bouillotte de ma grand-mère, c'était, tu sais, les bouteilles de cidre. Je suis normande, donc ma grand-mère utilisait une bouteille de cidre en guise de bouillotte. Et je me suis réveillée dans mon petit lit chez ma grand-mère, trempée. J'ai dit, mais c'est pas possible, encore une fois. Et j'en pleurais. Et ma grand-mère, mais c'est pas grave, je vais changer les draps. Et elle change les draps, elle me fait, mais Maud, c'est la bouteille qui a fui. Mais pas un seul moment, je me suis dit que c'était la bouillotte qui avait fui. J'avais pas confiance en moi. Je me suis dit, mais non, c'est mon corps qui sait pas, qui arrive pas. Et non, ouais, comme tu dis, ça vient casser les bases mêmes, les fondements mêmes de la confiance en soi, quoi. Souvent, on dit l'apprentissage de la continence. Et en fait, c'est pas un apprentissage. Parce qu'il y a personne qui est capable de dire, voilà, il faut que tu fasses ça. En premier, tu fais comme ça. Après, tu fais comme ça. Enfin, moi, on peut apprendre à lire. Il y a des méthodes. On apprend syllabe par syllabe. La continence, il y a personne qui est capable de dire, OK, maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et tu vas voir, ça va fonctionner. En fait, on laisse l'enfant qui n'y arrive pas, sans aucun outil, pour y arriver, en gros. Donc non, il faut une maturité physiologique, et il faut qu'on arrête de dire apprentissage. Ce n'est pas un apprentissage, c'est une acquisition, et donc ça demande voilà, un processus sur lequel l'enfant a très peu de mise, quoi. Oui, finalement, le seul outil qu'on peut donner à l'enfant, je pense, c'est une bonne connaissance de son corps et de ce qui se joue. Par exemple, ça n'a rien à voir, mais en ce moment, j'ai ma fille qui a 2 ans, qui à chaque fois qu'elle fait caca, elle dit berk. Et je sais pas d'où ça vient, mais ça vient pas de la maison. Ça doit être quelqu'un qui a la nommé. Puis les enfants entre eux, il lui a dit, ou les enfants entre eux. Mais donc je lui redis à chaque fois, je lui dis, bah non, c'est pas berk, c'est normal, c'est physiologique, c'est naturel, et heureusement que tu fais caca. Et le nombre d'enfants, je veux dire, la première chose que font les pédiatres quand un enfant naît, c'est de vérifier qu'il est en capacité de faire caca. Donc voilà, l'urine c'est pareil, hein. Si un enfant faisait pas pipi, ça serait vraiment catastrophique. Donc quand on est sur un enfant qui est en capacité de faire pipi, qui fait pipi correctement, qui a son... déjà, lui redire, ton corps marche super bien, et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Hein Donc, dans le projet du pyjama, avec le pyjama, il y a une petite histoire
Voilà, et donc je donne la parole à une goutte d'eau, hein, et qui en fait raconte voilà l'histoire de l'eau. L'idée c'est de remettre l'urine dans la grande histoire de l'eau en fait, parce que l'urine c'est de l'eau, hein, donc cette goutte d'eau, elle est là depuis tout le temps. Elle a été flaque de boue, elle a été dans l'océan, elle a été bue par un dinosaure. Donc, il y a un dinosaure qui a fait pipi, hein, parce que l'eau, il n'y a pas de génération spontanée, hein, l'eau, elle est là depuis toujours. Hein. Donc l'eau qui est dans notre corps, elle a déjà vécu plein d'aventures, et finalement, en fait, redire ça à l'enfant, que s'il fait pipi dans le pyjama ou dans les WC, pour la goutte d'eau, ça change pas grand-chose. Hein. Le processus, c'est le même, et ça va, c'est pas grave. Tout va bien. Et donc cette goutte, elle raconte qu'elle est dans le corps de l'enfant, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on trie les déchets, comme à la maison. Hein, parce que s'il y avait plein de déchets qui traînaient dans la maison, ça serait cata. Et ben dans le corps, c'est pareil. Donc elle passe dans les reins, c'est des grosses passoires qui trient les déchets. Les déchets, ils passent avec un peu d'eau dans la vessie, et la vessie, voilà, elle se remplit, et donc ça permet quoi? Ça permet pour moi, enfin j'espère, hein, ça permet de donner du vocabulaire à l'enfant, de le mettre en connaissance et en confiance sur le fonctionnement de son corps et sur le bon fonctionnement de son corps. Donc, c'est pas parce que tu fais pipi au lit que ton corps il te lâche. D'abord, ton corps, en premier, c'est un super allié parce qu'il fabrique du pipi, et ça, c'est quand même sacrément une bonne nouvelle. Et donc, c'est l'occasion de dire urine plutôt que pipi, parce que pipi, finalement, bon, c'est un petit mot mignon, mais ça, voilà, c'est comme zizi, ça ne dit pas grand-chose. Donc, on dit urine, et en même temps qu'on fait ça, on prend l'enfant pour un grand, on le met en face de ses capacités, de ses connaissances, et on le responsabilise finalement en lui donnant les bons mots. Voilà, donc ça, pour moi, c'est la première étape. C'est vraiment de pas avoir peur de dire aux enfants ce qui se passe dans leur corps, et de l'expliquer assez simplement. Ouais, puis comme tu dis, c'est quand on dit que notre enfant fait pipi au lit, a des problèmes d'énurésie nocturne ou autre, on se concentre sur le problème. Alors que là, ce que tu dis, c'est de ramener, dire mais non, il fonctionne bien ton corps. N'aie pas honte de ton corps parce qu'il n'est pas en capacité de retenir la nuit, il fonctionne bien. C'est le principe base de même qui fait que tu es en bonne santé, et ça, c'est cool. Ça va venir. Oui, et puis quand on dit pipi au lit, on se concentre sur le problème de l'adulte. C'est-à-dire, on a un lit mouillé à laver. Voilà, c'est ça qui est le problème. Mais c'est le problème de l'adulte, c'est pas le problème de l'enfant. Le problème de l'enfant, c'est qu'il a du mal à retenir son besoin. Parce que c'est un besoin naturel, comme manger, faire pipi, c'est un besoin naturel. Donc il n'arrive pas à retenir son besoin. Ça, c'est pas moi, hein, c'est Miss Psychomote qui le dit très bien. Et je trouve ça très juste, en fait. Retenir son besoin. Et donc, en fait, le problème auquel on a été confrontés toutes les deux, et on est confrontés toutes les deux, c'est un enfant qui a de la difficulté à retenir son besoin. Et tout d'un coup, ça renverse les cartes. On n'est plus du tout on se concentre plus du tout sur les mêmes choses. Et ça, c'est bien. Enfin, moi, je trouve ça cool. Après, j'entendais ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de valoriser les victoires. Effectivement, de dire, ça fait tant de jours que que je me suis retenue, que j'ai réussi à retenir mon besoin. Et je trouve que c'est effectivement mieux que de dire, ça fait tant de jours que j'ai pas réussi à retenir mon besoin. Mais je sais pas, je me demande, mais ça, et c'est une question ouverte, hein, je me demande si ça lève la pression ou pas. Non. Non, ça de vécu, ça la lève pas plus. J'ai envie de te dire que c'est un premier, en tout cas moi dans mon cheminement, c'est un premier changement de posture que j'ai adopté, tu vois, pour déjà prendre la situation, j'allais dire prendre le problème, c'est pas un problème. Prendre la situation dans un autre angle. J'aime bien changer de regard, changer d'angle. C'est le premier pas de côté que j'ai fait. Mais non, je le vois bien ce que ça a fait sur l'enfant de ma fratrie qui est notamment confronté à ça. Ça n'a pas enlevé la pression. Parce que ça n'empêchait pas que mon enfant pouvait toujours avoir peur de dire oui, mais encore pendant combien de temps? Tu vois, ça n'enlevait pas le doute que mon enfant pouvait avoir sur ses capacités, sur lui-même finalement. Donc, et moi, je pense que la pression, elle est contre-productive, parce qu'on voit bien dans le travail, si on était sur autre chose, sur un problème de mathématiques, on pourrait dire alors c'est quoi le résultat? Alors tu vas me le sortir le résultat? La solution. Ça met de la pression. Je suis pas sûre qu'on soit mieux en capacité de sortir un résultat de mathématiques. Et pourtant, là, dans les maths, il y a une méthode, il y a un apprentissage, il y a quelque chose. C'est ce qu'on appelle le lapin dans les phares. Le lapin dans les phares, il sait bien la solution. Et pour autant, il est hypnotisé et il bouge pas. Il panique, c'est ça. Avec ma fille, ce que j'avais fait et que je trouvais qu'il fonctionnait bien, mais
ça me posait problème. Je lui disais, tous les soirs, tous les soirs, quand j'y pensais, parce qu'il y a un côté charge mentale aussi sur le processus, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mais je lui disais, ferme ton robinet, et elle disait clic-clac. Et j'avais noté que quand elle disait clic-clac, elle avait plus de réussite dans son processus. Parce qu'il y avait quelque chose où elle était actrice. Elle visualisait un robinet et hop, elle le fermait. Mais cette phrase, elle me posait 3 problèmes. D'abord, c'est moi qui devais la dire, la phrase, et donc ça me rajoutait de la charge mentale. Et le fait que ce soit moi qui doive la dire, ça rendait mon enfant dépendant de moi. Donc si j'oubliais et qu'elle faisait pipi, elle avait pas eu toutes les clés en main pour y arriver de manière autonome. Et donc moi, je ne lui laissais pas toute l'autonomie pour qu'elle puisse avoir les clés de sa réussite. Ça me posait problème. En plus de la charge mentale et du coup de se sentir coupable quand j'avais oublié. Que t'as pas pensé à faire. Ouais. Et puis en plus de ça, alors je sais pas toi, mais moi je sais que petite, quand je faisais effectivement mon besoin dans mon lit, il y avait souvent, alors c'était souvent lié à des rêves en ce qui me concerne. Et moi j'avais 2 types de rêves, dont un type de rêve où il y avait toujours une problématique d'eau. Pas d'urine, mais d'eau. Alors, de manière c'était très, avec des grands clichés, mais les pompiers n'arrivaient pas à faire sortir l'eau de leur lance à incendie, le bain n'arrivait pas à se remplir. Il y avait toujours une problématique de pas réussir à mettre de l'eau là où il en fallait avec urgence. Donc, ça me posait problème d'associer ce petit rituel avec la question du robinet qui est clairement associé à de l'eau. Et donc, je trouvais ça contre-productif, finalement. Et donc, dans la démarche avec le pyjama avec Mamoun et Mayotte, l'idée, c'est que le pyjama, il y a l'histoire. Et l'histoire, donc, elle donne des clés. Elle donne des clés sur un petit rituel, plutôt avec une clé qu'avec un robinet, pour changer ça. Et donc, le pyjama, il a un imprimé qu'on a développé ensemble, qui rappelle l'histoire. Et donc, l'enfant, quand il enfile son pyjama, il voit l'imprimé sur son pyjama, et donc il se rappelle le rituel, et donc il est autonome dans son rituel, où on a enlevé l'eau. Et on a associé le mot et le geste pour essayer d'ancrer vraiment un peu comme de la sophrologie. Mais c'est ça, ce que j'allais dire. Le clic dans le corps. C'est de l'auto-hypnose, en quelque sorte. Un peu, ouais. Donc c'est le processus que j'essaye de mettre en place avec ce pyjama-là. Et en tout cas, je dis pas que ce sera magique et que l'enfant va arrêter de faire pipi au lit. Je dis juste que j'essaye de lui donner un peu 2-3 clés pour pas qu'il se sente complètement démuni comme moi j'ai pu me sentir démunie. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure en off avant qu'on ne démarre l'enregistrement de l'épisode. C'est de se dire finalement, il n'y a pas de solution miracle pour que demain, nos enfants soient capables de retenir leurs besoins et de se réveiller pour pouvoir aller le faire et d'aller se rendormir. Il n'y a pas de solution miracle. Par contre, c'est toute la posture que l'on peut avoir nous en tant que parents pour impacter le moins possible chez eux le manque de confiance que ça va générer, le manque de confiance dans son corps, dans le contrôle qu'on peut avoir sur son corps, comme tu parlais tout à l'heure, d'avoir l'impression que ton corps il jouait contre toi. Mais le seul moyen qu'on a, c'est d'accompagner notre enfant dans cette acquisition qui est en cours, qui va durer plus ou moins longtemps. Pour moi, il n'y a pas de solution pour dire non, oui, demain, dans 3 mois, ton enfant, il n'y a plus de problème, il n'y a plus d'accident, le lit sera sec et il sera capable de se réveiller. C'est mensonger pour moi, c'est utopique. Tant que le corps n'a pas acquis cette capacité physiologique, dans les trucs qui marchent pas et que j'ai pourtant testé. Je deviens vulgaire, mais je suis dans l'imparentalité bienveillante. J'ai tellement été fatiguée. Tu disais que c'est une charge mentale. J'ai essayé, tu sais, les stop pipi et autres alarmes. Oh mon Dieu, ça me réveillait moi, mais pas mon enfant, hein. Voilà. Non, et puis on est dans du conditionnement Pavlov, quoi. C'est le chien qui apprend à baver, qui bave quand on. Donc, non, moi. Voilà. Alors possible. Effectivement, ce sont le genre de dispositifs qui existent et alors moi je m'imagine avoir ce truc qui me hurle que je dois me réveiller alors que je suis en train de faire pipi et je me dis mais enfin qui a pu penser que ce serait une bonne idée ça pour les enfants. Mais à coup de alors je l'ai testé quoi. Non mais je veux dire faut le développer au-delà de tester, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se dise c'est tellement une bonne idée que je vais mettre en place les machins, il y a certainement des gens qui ont réfléchi un moment pour développer un truc comme ça. Et je me dis quand même
Non, ouais. Non, Moi, je te je confirme. m'imagine vivre le truc. Et puis alors, je me dis, bah, en colonie de vacances. Bon, donc ça, Ah non. faut pas y penser. Voilà, c'est une solution. Alors, bon, c'est vendu. C'est certainement que peut-être ça donne des résultats chez certains enfants. Peut-être que ça finit de donner le déclic final, mais l'acquisition, quoi qu'il en soit, elle était déjà en cours. Si ça arrive à la finalité, c'est que l'acquisition était en cours, elle était proche. Non, et puis il y a le processus qui compte. Il y a des enfants qui font leur nuit très tôt, qui pleurent pas quand on les pose dans le lit et machin. Et il y a des enfants qui font ça parce qu'ils sont prêts et que ça se passe bien et que c'est fluide. Et il y a des enfants qui font ça parce qu'ils ont appris que le parent venait plus le chercher Mhm. et que donc ça servait à rien de pleurer et que donc ils se résignent. Donc le processus il est important parce que le résultat pour l'adulte c'est peut-être le même, c'est-à-dire un enfant qui ne pleure pas ou qui fait pas pipi dans le lit, mais pour l'enfant, c'est complètement différent dans ce qu'il a appris de lui, le vécu, le lien qu'il entretient avec son corps, on est bien d'accord. à une alarme qui te hurle dans les oreilles parce que tu as fait pipi, qu'est-ce que ça te dit sur le lien que tu construis avec ton corps, je sais pas. Après, effectivement, ça fait partie des concurrents que Mamoun et Mayotte vont avoir. Voilà, Oui, bah, je suis contente. Enfin, c'est aussi pour ça que je veux en parler, c'est dire les autres solutions qui existent, qui ne sont pas des solutions, enfin, sincèrement, qui n'apportent rien si ce n'est du stress. Je me revois, mais mon enfant ne l'a pas entendu. Je suis 2 pièces à côté. J'ai été réveillée. Autant dire que j'étais pas la plus bienveillante à mon réveil, comme ça. Enfin, avec cette larmes dans les oreilles. Mais tu l'as pas entendu. Mais c'est pas possible. Ah, t'es parfait pour ne pas accueillir comme il faut ce qui s'est passé. Et puis même pour le parent, en fait, moi je pense que le parent il a besoin d'être accompagné là-dedans, parce qu'effectivement c'est compliqué. Et puis c'est compliqué pour le parent, voilà, de se réveiller avec toute cette charge de travail et cette charge mentale en plus, et puis cette odeur, et puis une douche en plus tous les matins. Et puis voilà, il faut accompagner son enfant, il faut essayer le moins possible, prendre sur soi. de prendre sur soi et d'être bienveillant dans les mots qu'on utilise. Bah c'est pas grave, ça va. J'ai confiance en toi, tu peux y arriver. Je suis sûre que ça va aller. Ça arrive à tout le monde. Voilà. Non, regarde, c'est pas grand chose. On va défaire le lit. Ah. Et en fait, moi, alors je sais pas exactement quelle est la part d'enfant qui fait pipi au lit où il y a le parent qui a déjà fait pipi au lit. Mais je crois qu'il y a une génétique qui est importante dans le processus. Et donc moi, à chaque fois que je défaisais le lit, alors je sais pas toi comment t'as été entourée quand tu faisais pipi au lit, mais moi, comme je te le disais, c'était pas toujours très bienveillant. Et donc j'avais ce truc un peu dichotomique où j'étais en train d'essayer d'être très bienveillant pour mon enfant et où en même temps je revivais ce qu'avait pu vivre l'adulte pour moi quand je faisais pipi au lit, et j'étais donc dans la compassion pour les émotions de l'adulte, voilà, en me disant effectivement je comprends que c'est très chiant, que c'est relou, et donc c'est compliqué de pas être dans la copie de ce qu'on a vécu, de pas être dans la reproduction, enfin d'essayer d'avoir un chemin qui est différent. Tu vois, je rebondis juste sans parler du fait que ton enfant intérieur se dit mais pourquoi est-ce que mon enfant a le droit à la compassion et que moi je n'y avais pas le droit? Moi j'ai pas eu. Ouais. Ah oui. Ah bah de toute façon ça c'est l'histoire de la parentalité, hein. T'es constamment en train de te dire mais enfin là à ce moment-là j'ai vécu ça, est-ce qu'il y aurait pas eu moyen que ça soit un peu bon, et en même temps tu as de la compassion pour de l'adulte enfant, enfin je sais pas comment dire, bref, tu te dis là je suis en train de créer moi aussi en tant que parent et mes manquements, toutes les crises de l'enfant intérieur de mon enfant quand il sera adulte, enfin là, ça y est, c'est ça. Enfin bon, on est toujours en train de, en archi on parle de palimpseste, hein, c'est toutes les couches qui se superposent. Ouais, bah c'est ça. Voilà, je crois que là, on est bien là-dedans. Et effectivement, ouais. Non, je pense vraiment que l'adulte, il a besoin d'être accompagné aussi, et il a besoin d'avoir des outils à proposer à son enfant pour rester dans la bienveillance. Et lui aussi, il a besoin d'entendre que c'est une bonne nouvelle que son enfant sache faire pipi. C'est ça. Et lui aussi, il a besoin d'entendre, tout en considérant ses difficultés. C'est-à-dire, on pourrait rester à une histoire et qui raconte à l'enfant le processus de l'eau, mais là, l'idée avec le pyjama et l'étanchéité du pyjama, c'est d'essayer de lever aussi la pression sur le parent. L'idée, c'est d'avoir du temps pour faire des choses qui sont bien plus fun que de laver du pipi et d'étendre des draps. C'est ça. Voilà, moi, ce qui me manque, ce dont je manque cruellement en tant que maman de 3 enfants, c'est
c'est des temps agréables, des temps précieux, des moments, voilà, ce que j'appelle des moments précieux, c'est des moments, voilà, des moments câlins, des moments où on n'est pas en train de penser à qu'est-ce qu'on va faire quand on repas et oh là là, le linge, faut pas que Toute la j'oublie d'étendre la gestion. machine et ah, on n'a pas fait les devoirs et au secours, j'ai oublié le chèque de je sais pas trop quoi. Donc l'idée c'est qu'est-ce qu'on peut donner aux parents comme outil qui soit pas juste un truc commercial, voilà, acheter, Non, mais qui soit vraiment utile, durable, et qui lui permette d'avoir du temps pour des choses bien plus fun que libérer la charge mentale, comme tu disais, qu'il y a tout autour de l'accompagnement d'un enfant qui, effectivement, n'est pas encore en mesure de retenir ses besoins la nuit, quoi. C'est déjà énorme. Parce que, effectivement, quand on est un parent, quand on se lève et qu'on découvre que le lit est mouillé, c'est pas juste un pyjama et un lit mouillé qu'on voit. C'est comme tu le disais, c'est on va dire, mais putain, va falloir rincer les draps, laver les draps, les faire sécher, ça va finir en boule, ça va pas bien sécher, ou s'il fait pas assez beau et ça va pas sécher, ça sera pas prêt pour ce soir, refaire un lit le soir, enfin, ça va bien au-delà, en fait, dans notre tête, on va beaucoup plus loin et on voit tout toute la charge qui pèse, et c'est pour ça aussi que, on en a, quelquefois, ouais, on en a marre, quoi, dire, encore. Notre enfant, lui, il pense encore en pensant à la peine qu'il peut avoir de dire, la frustration qu'il peut avoir de dire, merde, moi, mon corps, il a pas répondu, quoi, il était pas là. Et le parent, lui, il a sa charge mentale qui voit qu'il va doubler, tripler. Et l'enfant, va prendre conscience que son parent a cette charge mentale et va se sentir responsable, va prendre le poids, en plus de la culpabilité de faire porter ça en plus. Enfin, c'est... On s'en sort pas. Non. On s'en sort pas. C'est pour ça que, voilà, l'idée... Non, c'est un chouette projet. Après, voilà, moi, de ce que j'ai trouvé, il y a très peu d'études qui sont faites sur le fonctionnement de l'énurésie ou même en termes de médicamenteux, il y a très peu de choses. Voilà. Mais alors, nous, on était allé voir un ostéopathe qui avait fait beaucoup de bien. Et alors, du coup, ça a débloqué la chose pendant quelques temps. Et puis, hop, ça revenait en fonction de, voilà, une contrariété, hop, ça se remettait. Puis je retournais chez l'ostéopathe et j'en avais pour 3-4 mois de tranquillité. Et puis, pouf, on retombait dedans. Et lui, il disait un truc qui était intéressant. Il disait, c'est l'urine, c'est une notion de territoire. Oui. Et donc marquer son territoire ou s'assurer qu'on a bien un territoire ou en tout cas, et puis il dit lui il est très dans la transgénérationnalité, il dit des fois c'est des territoires qui sont pas les territoires de l'enfant mais qui sont des territoires hérités. Et donc quand je lui ai parlé de mon projet, parce que je lui en ai parlé en disant ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, j'étais allée le voir tellement de fois avec mes enfants pour pipi. Et il m'avait dit ce qui est intéressant c'est que c'est un territoire où l'enfant il a le droit. Oui. Un territoire où il a le droit d'aller à son rythme, en fait. Il a le temps d'acquérir ses capacités sans culpabilité, sans pression, tranquillement. Et donc, c'est une zone de droit. C'est la zone de droit du pipi au lit. Ouais. Et ça, j'avais trouvé ça intéressant. Ouais. Cette notion de territoire m'avait beaucoup marqué. Et puis, moi, je me suis souvent questionnée. Quand j'ai commencé à trouver des fonctionnements, alors je sais pas toi, moi j'ai comme une sorte d'alarme mentale sur le type de rêve que je fais. Donc si je fais un rêve avec de l'eau ou quoi, hop, il y a un truc qui fait, il faut que je vérifie. Est-ce que c'est plausible ou est-ce que c'est pas plausible? Si c'est pas plausible, faut se réveiller parce que je vais faire pipi au lit. Ou alors, l'autre type de rêve que je faisais, j'étais sur les WC. J'étais sur les WC et c'était bon, je pouvais faire pipi. Celui-là, il est plus difficile à désamorcer. D'ailleurs, c'est celui toujours qui parfois me réveille la nuit, encore aujourd'hui. C'est je suis sur les WC et donc je dois vérifier. Alors moi, je vérifie la pesanteur. C'est rigolo. Pendant la nuit, je vérifie la pesanteur. Si je sens que ma tête est pas du mal à tenir, c'est que je suis pas sur les WC pour de vrai. Ou alors, je vérifie, est-ce que je suis arrivée là, est-ce que je me vois le chemin que j'ai fait pour arriver au WC, parce que souvent on arrive directement au WC. Enfin, c'est rigolo ces petites alarmes mentales, check-up. Et j'ai l'impression que pour moi ça a commencé à être possible quand j'ai pu sortir du sommeil profond, j'imagine, parce que là je suis en mesure, je sens que je rêve, mais que j'ai un regard sur mon rêve. T'as une capacité de pouvoir. Je dois pas autant rêver que parfois. Et par contre, il faut que je dorme assez peu profondément pour arriver à me réveiller, à me dire attention, tu vas faire pipi, il faut que tu te réveilles.
J'ai pas, tu vois, alors moi, j'ai pas de souvenir de, alors moi, enfant, si, le rêve d'être sur les toilettes, si, c'était ma hantise. Ouais. C'était ma hantise. Il est traître, celui-ci. Il est horrible. Et par contre, tu vois, quand j'en parle avec mon enfant, je sais qu'il y a une corrélation effectivement avec le sommeil profond. Mon enfant qui a les plus gros soucis est un enfant qui a un sommeil hyper profond. Et donc n'a pas cette capacité de revenir en sommeil léger pour percevoir les signaux et dire je me lève et je vais aux toilettes. Et parmi les solutions entre guillemets, enfin les tentatives d'accompagnement de sa capacité de continence, alors moi c'est pas une ostéo, j'avais été voir une personne qui était spécialisée dans les réflexes archaïques. Et il s'est trouvé que lors du bilan, lorsqu'elle a fait le bilan des réflexes archaïques de mon enfant, elle m'a dit effectivement, il y en a beaucoup qui ne sont pas intégrés, qui restent, qui traînent en fait. Et elle m'expliquait, c'est comme si on avait une voie pour que les messages passent, et que bien tous les messages archaïques qui auraient dû se retirer pour laisser la place complète à tous les autres messages de prendre la place, rester, prenez, créer un embouteillage et limiter la possibilité de transmission des informations. Et effectivement, les réflexes archaïques qui sont périphériques autour de la vessie étaient aussi très très marqués chez mon enfant. Donc mon enfant a fait plusieurs séances avec elle pour l'accompagner. Ça a tendu, comme toi l'ostéopathie, voilà, ça a tendu à une meilleure maîtrise. Elle nous a conseillé, effectivement, une prise en charge aussi. Je crois que mon enfant a fait 2 séances avec une hypnothérapeute. Et un petit peu quand tu parlais du clic-clac avec ta fille du robinet, elle a accompagné mon enfant en lui parlant de télécommande. Elle lui a donné une télécommande dans son inconscient pour contrôler et pour que sa vessie puisse lui parler, dire là, je suis à un niveau où ce serait pas mal qu'on se réveille. Mais ça me parle beaucoup. Tu vois, et tout ça, encore une fois, il n'y a pas de solution, il n'y a pas il y a pas de solution miracle. Parce que mon enfant a encore des accidents, il y a encore des fois où il se réveille, il y a une grande période sans rien, et puis une grande période où ça va être tous les jours, toutes les nuits. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais ça a eu au moins le mérite pour mon enfant d'être entendu, de lui dire que c'est ok, c'est normal, ton corps, on va l'accompagner aussi pour te donner les capacités de développer la pleine capacité de ta continence. Et c'est là aussi que j'ai appris, là je partageais les entre guillemets des pistes qui pouvaient aider. Ça, elles m'ont aussi expliqué que, tu sais, cette technique qui consiste à dire je couche mon enfant, je fais ma soirée, puis quand je vais me coucher, je réveille mon enfant pour le renvoyer aux toilettes, c'est une fausse bonne idée. Parce qu'on a l'impression, en fait, c'est pas le fait que la vessie soit pleine qui fait qui marque le problème d'incontinence la nuit, qu'elle soit vide à moitié pleine ou pleine, c'est pas grave en fait, c'est juste le contrôle des sphincters et aussi peu d'urine qu'il peut y avoir dedans, tant qu'il n'y a pas le contrôle des sphincters, le peu d'urine sortira et ça sera peut-être pas une mare effectivement, ça sera peut-être juste 3 gouttes mais il y aura toujours pas cette capacité d'incontinence. Et il y a rien de pire que de réveiller un enfant. Enfin, je dis à mon enfant, moi, à ce sommeil profond, je l'ai fait. Encore une fois, je l'ai fait de dire, allez, quand je vais me coucher à 23h, je vais réveiller mon enfant et je vais l'emmener aux toilettes. Non, puis c'est encore une charge mentale en plus et puis c'est une violence. Parent, et puis c'est violent. Puis, alors moi, pour le coup, j'ai toujours eu des enfants qui ont été très très longs à dormir et à faire leur nuit. Alors une fois qu'ils dorment, comment te dire que je vais pas aller les trop précieux. Non. Donc, mais je voulais juste dire, voilà, ça, en tout cas, c'est une fausse bonne idée. C'est une fausse bonne idée. C'est encore du conditionnement. Alors, je sais pas si c'est un lien de cause à conséquence, tu vois, mais notamment cet enfant-là est aujourd'hui sujet aux crises de somnambulisme. Mais finalement, en fait, quand je le réveillais pour l'emmener aux toilettes, il dormait. Il était en plein dans son sommeil profond. Donc, les personnes qui écoutent cet épisode, je comprends tellement la sirène qui chante de dire allez, vas-y, réveille-le, il va vider sa vessie, il y en aura moins ou il y en aura pas. Mais sincèrement, ça n'apportera aucune solution, voire même des problèmes derrière. Donc, c'est pas une bonne idée. Et je trouve que séduit énormément, en tout cas, ton projet de se dire, c'est une zone de droit, comme tu disais. Une zone de droit, ouais. C'est une zone de droit. Et puis, la vie en pyjama, c'est quand même nettement plus facile que... Non, puis ça peut se faire dans une machine avec le linge. Ouais. Enfin, voilà, quand on lave un lit en entier, c'est une machine ou 2 machines. Elle est pleine. Tu peux rien mettre de plus. Moi, je sais combien et encore, de fois... ça, c'est s'il n'y a pas d'oreiller et s'il n'y a pas de couette.
Combien de fois j'ai été dans mes tournées, mes machines, mon linge traditionnel, je me retrouvais bloquée parce que c'était intercasé une machine de drap. C'est juste pas possible, quoi. Enfin... Non, c'est compliqué. Bref. C'est compliqué. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Chérine, pour cet échange. C'était chouette de faire cet épisode à deux, avec nos deux expériences, tous les deux, maman ayant connu, soi-même enfant, ces problèmes-là, ayant des enfants qui ont aussi problèmes de continence, d'incontinence nocturne. Et puis, de parler de ton projet. Je mettrai tous les liens te concernant dans la description de l'épisode pour qu'on puisse venir te suivre sur Instagram. Et puis découvrir ta campagne à venir pour lancer ton projet. Ouais, on va faire une campagne Ulule, je pense, début janvier, parce que je serais prête pour la faire maintenant, mais j'ai peur que ce soit trop la période des cadeaux de Noël et que les gens soient sur autre chose. Donc on va laisser passer les fêtes de Noël, on fera la campagne Ulule ensuite. Super. Et puis voilà, c'est l'occasion d'avoir un produit qui sera, comme sur Ulule, d'habitude, un peu moins cher, avec une offre d'entrée, parce que en partant avec un produit made in France, tout ça, avec plein d'enjeux environnementaux sur lesquels je voulais pas faire de compromis. Bon, c'est comme des couches lavables, c'est un petit budget. Mais la qualité, ça a un coût, mais si derrière, effectivement, ça enlève des machines, ça limite de la charge mentale, parce que c'est pas la même chose, forcément. Oui, c'est un investissement plus cher, mais derrière, c'est quand même plus rentable. Et puis, ça soutient un chouette projet et ça soutient son propre enfant. Son enfant, ouais. Donc ça, j'ai envie de te dire, ça n'a pas de prix. Non. Merci beaucoup, Chérine. De rien, merci à toi. Merci. C'est super. Merci. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Cela me permet de faire connaître le podcast et m'encourage à progresser. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire ou de m'envoyer un message privé si leur plateforme d'écoute ne le permet pas. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!